Un tracteur qu'il faut chauffer à la lampe à souder 5 bonnes minutes avant de pouvoir le démarrer. Un tracteur si reconnaissable que des touristes néerlandais, lors d'un rassemblement, ont cru qu'une ville française portait son nom. Tu vas découvrir 10 tracteurs Vierzon à boule chaude, la réponse française au géant allemand Lanz. Reste jusqu'à la fin. Le dernier de cette liste roulait déjà, à sa sortie d'usine, sous les couleurs d'un propriétaire américain. Bienvenue sur Tragrock. Vierzon, département du Cher, centre de la France, année 1931. La Société française de matériel agricole et industriel, héritière directe de l'atelier fondé en 1847 par un menuisier des Vosges nommé Célestin Gérard, se retrouve au bord de la faillite. L'entreprise fabriquait depuis des décennies des locomobiles à vapeur et des batteuses, un savoir-faire respecté, couronné en son temps par plus de 200 médailles d'or décernées à son fondateur, mais devenu obsolète face à la montée du moteur à explosion. Les dirigeants de l'époque tentent alors un véritable coup de poker industriel, construire un moteur monocylindre semi-diesel à boule chaude, une technologie déjà largement popularisée en Allemagne par la marque Lanz et son célèbre Bulldog. Le principe est d'une simplicité redoutable, sans soupape ni culbuteur. Une protubérance en fonte, la fameuse boule, est chauffée à environ 600 degrés à l'aide d'une lampe à souder avant que le piston ne comprime l'air et le carburant jusqu'à provoquer l'explosion au bon moment, sans bougie d'allumage classique. En 1933 sort des ateliers de Vierzon le tout premier exemplaire de cette nouvelle aventure, le H1, un tracteur dont la silhouette générale, avec ses roues en fer et son unique cylindre horizontal massif, ressemble à s'y méprendre au Lanz Bulldog allemand. Les ingénieurs français n'avaient d'ailleurs jamais caché s'être largement inspirés de la réussite commerciale du constructeur de Mannheim, tout en développant leur propre mécanique de façon indépendante, plutôt qu'en copiant purement et simplement les plans allemands. Peint dans ce vert si caractéristique qui allait devenir la signature visuelle de la marque pendant plus de 30 ans, le H1 marque la naissance de ce qu'on appellera bientôt, dans toutes les campagnes françaises, tout simplement un Vierzon. Un nom qui allait devenir si intimement lié à la ville elle-même que des visiteurs étrangers, des décennies plus tard, croiraient que c'était le tracteur qui avait donné son nom à la commune, et non l'inverse. L'histoire de cet atelier remonte bien plus loin que ce virage industriel de 1931. Célestin Gérard avait fondé son entreprise le 15 octobre 1847, encore adolescent tout juste sorti de son apprentissage de menuisier, avant de se spécialiser progressivement dans les locomobiles à vapeur et les batteuses agricoles. Sa réussite fut telle que, dès 1878, il pouvait s'enorgueillir de 225 médailles d'or, 85 médailles d'argent et 6 grandes médailles et diplômes d'honneur récoltés lors de concours agricoles à travers toute la France. N'ayant cependant pas d'héritier capable de reprendre l'entreprise, il vendit ses ateliers au repreneur Lucien Arbel la même année, un changement de propriétaire qui allait, plusieurs décennies plus tard, mener tout droit vers cette reconversion audacieuse dans le moteur à boule chaude. Et voici la première question de cet épisode. Écris en commentaire de quelle région de France tu nous regardes. J'adore savoir d'où vient notre communauté. Il faut imaginer la scène pour bien comprendre l'ampleur du pari pris par les dirigeants de la Société française de Vierzon en ce début des années 1930. Une entreprise centenaire, spécialisée depuis des décennies dans la vapeur et le battage mécanique, décidait soudain de tout miser sur une technologie de moteur à combustion interne qu'elle n'avait jamais pratiquée auparavant, dans un contexte économique déjà fragilisé par la crise mondiale qui frappait alors l'ensemble de l'industrie européenne. Un choix aussi risqué qu'audacieux qui allait pourtant s'avérer payant pour les 3 décennies suivantes. Aujourd'hui, retrouver un H1 d'origine relève quasiment de la mission archéologique pour les passionnés les plus déterminés, tant les exemplaires ayant survécu aux décennies suivantes et surtout aux campagnes de récupération de métal de la Seconde Guerre mondiale se comptent désormais sur les doigts d'une seule main à travers tout le territoire français. La Seconde Guerre mondiale interrompt brutalement l'essor commercial encore fragile de la jeune marque Vierzon. Mais dès la Libération, alors que la France entière doit reconstruire son agriculture exsangue, la Société française de Vierzon reprend sa production avec un modèle qui allait accompagner les toutes premières années de la reconstruction, le FC1, un monocylindre 2 temps semi-diesel d'une cylindrée impressionnante de 10 320 cm3 pour un poids total avoisinant les 3,5 tonnes.
Dans un pays où le parc de tracteurs avait été largement détruit ou réquisitionné pendant l'occupation et où le plan Marshall commençait tout juste à faire entrer du matériel américain sur le territoire, le F-101 représentait une alternative pleinement française, fabriquée avec des matériaux et une main-d'œuvre locale, à un moment où l'indépendance industrielle du pays comptait autant que la performance pure de la machine elle-même. La procédure de démarrage du F-101, aujourd'hui reconstituée avec soin par les collectionneurs qui font revivre ces machines lors de rassemblements, reste un rituel presque cérémonial. Il faut d'abord chauffer la culasse en fonte à l'aide d'une lampe à pétrole pendant une bonne demi-heure jusqu'à ce qu'elle rougisse visiblement, avant d'injecter le mélange de gazole, de fioul ou d'huile selon ce qui était disponible ce jour-là, puis de lancer le lourd volant d'inertie à la main pour espérer voir le monocylindre s'éveiller dans un vacarme rythmique reconnaissable entre tous. Cette exigence de patience, qui semblerait aujourd'hui d'un autre âge à n'importe quel agriculteur habitué au simple tour de clé d'un tracteur moderne, faisait pourtant partie intégrante du quotidien de toute une génération de paysans français de l'après-guerre. Le FV1, robuste et simple à entretenir avec les moyens du bord, incarnait exactement cette philosophie que la Société française de Vierzon allait cultiver pendant encore près de 2 décennies. Des machines sans fioritures, capables de fonctionner avec à peu près n'importe quel combustible inflammable, dans des fermes où le mécanicien le plus proche pouvait se trouver à plusieurs heures de charrette. Contrairement à son concurrent allemand Lanz, qui développait pour ses propres tracteurs des dispositifs de gazogène permettant de fonctionner au bois ou au charbon en période de pénurie, la Société française de Vierzon n'a jamais vraiment poussé cette voie technique jugée trop complexe à installer sur ses châssis existants. En revanche, la marque française proposait volontiers d'adapter ses moteurs à la demande du client pour toutes sortes de combustibles inhabituels, alcool, huile de houille ou de lignite, en combinant simplement l'étincelle d'une bougie alimentée par un vibreur à l'action classique de la boule chaude, ce qui permettait de faire fonctionner le moteur avec une compression plus modérée qu'à l'accoutumée. Ce même FV1 allait d'ailleurs devenir, pour beaucoup de restaurateurs contemporains, l'un des modèles les plus difficiles à remettre en état. Les pièces détachées d'origine, jamais réédites depuis l'arrêt de sa production, doivent souvent être usinées sur mesure par des artisans spécialisés, un travail minutieux qui peut s'étaler sur plusieurs années avant qu'un exemplaire ne retrouve enfin son vacarme d'origine lors d'un premier redémarrage triomphal, généralement filmé et partagé fièrement au sein des communautés de passionnés dédiées à la marque. Ce même souci de flexibilité sur le choix du combustible, hérité directement de la philosophie du fondateur Célestin Gérard, un siècle plus tôt, allait rester une constante de toute la gamme Vierzon jusqu'à ses tout derniers modèles, un principe de simplicité paysanne qui tranchait déjà, à l'époque, avec la sophistication croissante de certains concurrents étrangers. Dernier trimestre 1951. La Société française de Vierzon dévoile le plus puissant tracteur jamais sorti de ses ateliers, le 551, une machine pensée spécifiquement pour entraîner les plus gros ensembles de battage et les moissonneuses-batteuses traînées de l'époque, ainsi que pour affronter les travaux les plus lourds sur les grandes exploitations céréalières du bassin parisien et du centre de la France. Sous son capot massif, le même principe monocylindre semi-diesel à boule chaude que toute la gamme, mais poussé cette fois à une cylindrée colossale de 12 760 cm3, développant 55 chevaux à la barre et jusqu'à 60 chevaux à la poulie, des chiffres qui plaçaient ce tracteur tout en haut de la hiérarchie des machines agricoles françaises de son temps. Un blocage de différentiel et une boîte à 5 vitesses avant, plus une marche arrière, complétaient cette mécanique taillée pour la force brute plutôt que pour la légèreté. Le rituel de mise en route d'un tel colosse impressionnait autant qu'il intimidait. Armé de sa bouteille de gaz et de sa lampe de chauffe, l'opérateur devait faire monter la boule en température pendant plusieurs minutes avant même de songer à actionner le robinet de carburant, disposant de 3 positions distinctes, fuel, neutre et essence, puis à actionner la pompe d'injection et souvent à s'aider d'un vibreur électrique pour faciliter l'allumage. Le traditionnel balancement du volant d'inertie de gauche à droite précédait enfin le réveil du monocylindre, dans un vacarme rythmé qui restait audible à des centaines de mètres à la ronde. Produit seulement pendant les années 1951 et 1952, le 551 reste aujourd'hui l'un des Vierzons les plus rares et les plus recherchés par les collectionneurs, un géant mécanique qui allait bientôt céder sa place à un successeur direct, encore plus rare, que nous allons découvrir un peu plus loin dans cet épisode. Le poids total de ce colosse, rarement documenté avec précision dans les archives commerciales de l'époque, dépassait largement celui de tous les autres modèles de la gamme, une masse qui, combinée à son unique et énorme cylindre,
offrait une inertie considérable une fois lancé, particulièrement appréciée pour les travaux d'entraînement fixe où le tracteur restait stationnaire, relié par une longue courroie à une batteuse ou à une scie mécanique, sollicitant le moteur de façon continue pendant des heures entières sans jamais caler. Certains témoignages d'anciens ouvriers agricoles de la région centre, recueillis par des passionnés locaux d'histoire rurale, décrivent le 551 comme une machine presque intimidante à conduire pour un jeune apprenti fraîchement arrivé sur l'exploitation. Le simple fait de la faire tourner au ralenti, moteur chaud, faisait vibrer le sol tout autour. Une expérience sensorielle que plus aucun tracteur moderne, avec ses cabines insonorisées, ne peut aujourd'hui reproduire. Il faut également noter que ce modèle, par sa puissance considérable, trouvait aussi preneur en dehors du strict cadre agricole. Certaines communes rurales du centre de la France l'utilisaient pour des travaux de voirie ou de déneigement, profitant de sa capacité de traction hors norme pour tracter des équipements bien plus lourds que ceux qu'un tracteur agricole classique aurait pu déplacer sans forcer. Si le 551 impressionnait par sa taille, c'est un tout autre modèle qui allait devenir la véritable colonne vertébrale commerciale de la marque tout au long des années 1950. Le 302, produit sans interruption de 1950 à 1958, avec environ 9400 exemplaires fabriqués, d'abord à Vierzon même, puis dans les ateliers du Creusot lorsque la demande dépassa les capacités de l'usine d'origine. Le 302 se déclinait en deux versions bien distinctes. Un modèle standard pour les grandes cultures et une version à voie étroite, surnommée affectueusement Vigneron, spécialement conçue pour se faufiler entre les rangs de vignes sans abîmer les ceps, un marché considérable dans un pays où la viticulture occupait alors une place économique bien plus importante qu'aujourd'hui dans des régions comme le Bordelais, la Bourgogne ou la vallée du Rhône. C'est d'ailleurs vers 1950 que la marque adopte sur ce même modèle un nouveau logo tricolore associé à une composition florale champêtre. Un choix esthétique qui reflétait bien l'image que la société française de Vierzon voulait projeter, celle d'un constructeur profondément ancré dans le terroir français. Le succès commercial du 302 tenait à un équilibre que peu de concurrents parvenaient à égaler à l'époque, une puissance suffisante pour la plupart des travaux d'une exploitation moyenne, un entretien limité au strict nécessaire, et surtout un prix d'achat nettement inférieur à celui des tracteurs à essence ou diesel classiques importés d'Amérique du Nord, encore rares et coûteux sur le marché français de cette décennie. Pour des milliers d'exploitants agricoles français, souvent à la tête de fermes familiales de taille modeste, le 302 représentait littéralement le premier tracteur motorisé de toute l'histoire de leur exploitation, remplaçant chevaux et bœufs après des générations de traction animale. Le transfert d'une partie de la production vers les ateliers du Creusot, en Saône-et-Loire, mérite d'ailleurs qu'on s'y attarde. Cette délocalisation partielle, motivée par une demande commerciale dépassant les capacités de l'usine historique de Vierzon, montre à quel point le 302 était devenu, en quelques années à peine, un véritable succès industriel à l'échelle nationale, obligeant la marque à repenser son organisation de production bien au-delà des murs de son berceau originel dans le Cher. La version Vigneron du 302 mérite qu'on s'y attarde davantage. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, réduire la voie d'un tracteur aussi massif sans compromettre sa stabilité représentait un vrai défi d'ingénierie, les concepteurs devant repenser entièrement la géométrie du châssis et la répartition des masses pour éviter tout risque de basculement latéral lors des manœuvres serrées entre deux rangs de vignes, un risque bien réel qui a d'ailleurs coûté la vie à plus d'un viticulteur imprudent sur des tracteurs mal conçus de cette même génération. Les catalogues commerciaux de l'époque, conservés aujourd'hui par plusieurs musées régionaux du machinisme agricole, présentaient systématiquement le 302 comme la solution idéale entre robustesse et accessibilité financière, un positionnement marketing qui, avec le recul, correspondait assez fidèlement à la réalité vécue par des milliers d'exploitants sur le terrain. Début des années 1950. La Société française de Vierzon constate qu'une part considérable des agriculteurs français exploitent des fermes de petite ou moyenne dimension, des exploitants qui n'ont ni le besoin ni les moyens de s'offrir les tracteurs les plus puissants de la gamme, comme le 551 décrit précédemment. Pour répondre précisément à cette demande, les ingénieurs de Vierzon conçoivent un modèle plus modeste, plus léger et donc bien plus maniable dans les cours de ferme exigus et sur les petites parcelles typiques du bocage français. Ainsi naît le 201, produit de 1953 à 1957, et qui allait devenir, sans conteste, le modèle le plus produit de toute l'histoire de la marque. Plus de 10 000 exemplaires sortent des chaînes de l'usine de Vierzon durant ces 4 années à peine.
Son moteur monocylindre 2 temps affichait une cylindrée de 3200 cm3 pour une puissance de 22 chevaux à la poulie au régime de 1000 tours par minute, porté à 25 chevaux à partir de 1955 grâce à une légère augmentation du régime moteur. Le 201 connut d'ailleurs de nombreuses évolutions tout au long de sa courte mais intense carrière commerciale, adoption d'un piston en aluminium plus léger, modification de l'échappement, du train avant, des jantes et même de la commande d'accélérateur, autant de petits ajustements qui témoignent de l'attention portée par les ingénieurs vierzonais au retour du terrain, corriger modèle après modèle plutôt qu'attendre une refonte complète tous les 5 ou 10 ans, comme le faisaient certains concurrents plus rigides dans leur cycle de développement. C'est ce même 201, avec sa silhouette trapue et son nez rond si caractéristique, que la plupart des Français associent aujourd'hui spontanément au mot « Vierzon » lorsqu'on évoque un tracteur d'époque, tant sa diffusion massive dans les campagnes des années 1950 en a fait, de loin, l'ambassadeur le plus visible de toute la marque, bien plus que ses cousins plus puissants, mais produits en quantité bien plus confidentielle. Il faut aussi souligner un aspect économique souvent négligé quand on évoque ce modèle. À une époque où le crédit agricole restait balbutiant en France, le prix d'achat nettement plus accessible du 201 comparé aux tracteurs diesel importés permettait à des familles paysannes modestes d'envisager sérieusement la mécanisation sans devoir s'endetter sur une décennie entière pour financer un seul tracteur, une réalité économique qui explique en grande partie pourquoi ce modèle est resté, dans la mémoire collective rurale française, le symbole même de la démocratisation du tracteur après-guerre. La maniabilité accrue du 201 comparée au modèle plus lourd de la gamme en faisait aussi un choix privilégié pour les travaux de transport routier entre la ferme et le marché local, une utilisation quotidienne qui dépassait largement le simple travail des champs et qui explique en partie pourquoi tant d'exemplaires ont survécu jusqu'à aujourd'hui, souvent relégués au fil des décennies à des tâches de manutention légère bien après la fin de leur carrière agricole active, avant d'être finalement redécouverts par des collectionneurs au fond d'une grange ou d'un hangar oublié. Le nez rond si caractéristique de ce modèle, immédiatement reconnaissable même par des non-initiés au machinisme agricole ancien, est d'ailleurs devenu, avec le temps, un motif récurrent sur les cartes postales et les objets souvenirs vendus dans la région de Vierzon, une reconnaissance patrimoniale qui dépasse largement le cercle restreint des collectionneurs de tracteurs anciens. Soissons, département de l'Aisne, 1955. Face à une demande commerciale qui dépasse par moments les capacités de production de l'usine principale de Vierzon, la marque prend une décision assez inhabituelle pour l'époque. Confier la fabrication d'un modèle entier à un sous-traitant extérieur, la Compagnie Générale de Mécanique. Naît ainsi le CGM 141, un tracteur à boule chaude reprenant fidèlement la technologie et l'esprit de la gamme Vierzon, mais assemblé entièrement dans une usine picarde éloignée de plusieurs centaines de kilomètres du berceau historique de la marque dans le Cher. Ce choix industriel, presque une anecdote dans l'histoire globale de la société française de Vierzon, révèle pourtant une réalité économique importante de cette époque. La demande pour des tracteurs à boule chaude, simples et robustes, restait suffisamment forte au milieu des années 1950 pour justifier d'étendre la production au-delà des murs de l'usine historique, à un moment où la marque ne pouvait pourtant pas encore anticiper à quel point cette même demande allait s'effondrer quelques années plus tard avec l'arrivée massive de tracteurs diesel modernes bien plus simples à démarrer. Produit seulement durant les années 1955 et 1956, le CGM 141 reste aujourd'hui l'un des Vierzons les plus méconnus, y compris parmi les passionnés de machinisme agricole ancien, précisément parce que son nom même, associé à un sous-traitant plutôt qu'à la marque mère, le fait souvent passer sous les radars des collectionneurs qui recherchent spécifiquement des tracteurs frappés du sigle SFV sur leur calandre. Cette petite parenthèse industrielle de Soissons illustre bien, à sa manière modeste, l'ampleur qu'avait atteinte le succès commercial de la boule chaude vierzonnaise au milieu des années 50, juste avant que la technologie tout entière ne bascule brutalement dans l'obsolescence face aux moteurs diesel modernes qui commençaient déjà à envahir le marché. La collaboration entre Vierzon et la Compagnie Générale de Mécanique ne se limitait d'ailleurs pas à une simple licence de fabrication passive. Les deux entreprises échangeaient régulièrement sur les retours d'expérience du terrain, chaque atelier bénéficiant des ajustements techniques identifiés par l'autre, une forme de collaboration industrielle assez rare entre deux sites de production aussi éloignés géographiquement à une époque où les communications entre usines reposaient encore largement sur le courrier postal et les visites ponctuelles d'ingénieurs itinérants.
Si cette plongée dans l'histoire industrielle française te plaît, abonne-toi à la chaîne Tragrock et active la cloche. Il nous reste 4 tracteurs à découvrir et le suivant est devenu, avec moins de 100 exemplaires construits, l'un des Vierzon les plus rares jamais fabriqués. Retrouver aujourd'hui un CGM 140 et un dans un état de conservation correct relève presque de l'exploit archéologique pour les collectionneurs les plus déterminés. La production confidentielle de ce modèle, combinée à son statut de sous-marque peu documenté, signifie que chaque exemplaire retrouvé fait immédiatement l'objet d'un examen minutieux de la part des spécialistes de la marque, curieux de comparer ses particularités techniques exactes avec celles des Vierzon plus classiques sortis directement de l'usine du Cher. 1957, le successeur direct du 551, décrit plus tôt dans cet épisode, entre en scène, le 552, dernier grand colosse monocylindre jamais construit par la Société française de Vierzon. Reprenant la même architecture semi-diesel à boule chaude que son prédécesseur, ce modèle reste encore aujourd'hui l'un des plus rares de toute la production vierzonnaise. Moins de 100 exemplaires furent construits, un chiffre qui inclut même plusieurs 550 et un reconditionné en 552 plutôt que des machines entièrement neuves sorties d'usine. Cette rareté extrême s'explique en grande partie par le contexte industriel de la fin des années 1950, alors que la technologie diesel classique gagnait rapidement du terrain à travers toute l'Europe, offrant un démarrage quasi instantané comparé aux longues minutes de chauffe nécessaires sur un Vierzon. La demande pour ces monstres monocylindres traditionnels s'effondrait déjà, même dans leur segment de marché le plus haut de gamme, celui des très grosses exploitations céréalières qui avaient été, quelques années plus tôt à peine, les meilleurs clients de la marque. Jean-François Briand, l'un des rares propriétaires actuels d'un 552 restauré, décrit encore aujourd'hui le rituel de mise en route de sa machine avec un mélange évident de fierté et d'affection. La bouteille de gaz, la lampe de chauffe pour monter la boule en température durant 5 bonnes minutes, le robinet de carburant à actionner entre ces 3 positions, puis le vibreur et le traditionnel balancement du volant d'inertie avant que le monocylindre ne s'éveille dans ce vacarme rythmé si particulier à cette famille de moteurs. Le 552 marque ainsi, avec le recul historique, la toute fin d'une époque pour Vierzon, celle des grands monocylindres purement traditionnels, construits sans compromis avec les nouvelles technologies diesel qui allaient, dans les années suivantes, redessiner complètement l'identité mécanique de la marque, comme tu vas le découvrir dans les prochains chapitres de cet épisode. Le contraste entre le 551 et son successeur reste, sur le plan strictement mécanique, assez limité. Les ingénieurs de Vierzon n'ont pas cherché à révolutionner une formule qui avait déjà fait ses preuves, mais plutôt à peaufiner des détails de fiabilité et de confort d'utilisation, conscients que le marché des très gros monocylindres se rétrécissait déjà d'année en année face à la percée commerciale des tracteurs diesel modernes venus d'Amérique du Nord et d'Allemagne, mieux adaptés aux exigences croissantes d'une agriculture française en pleine mutation. La restauration d'un 552 représente aujourd'hui un projet considérable pour n'importe quel collectionneur, tant par la rareté des pièces détachées disponibles que par la complexité intrinsèque de sa mécanique surdimensionnée, un investissement en temps et en argent que seuls les passionnés les plus déterminés osent encore entreprendre, conscients de posséder, une fois le travail achevé, l'un des tout derniers témoins directs d'une époque où la puissance agricole se mesurait encore en centimètres cubes d'un unique et gigantesque cylindre. Chaque redémarrage public d'un 552 lors d'un rassemblement de collectionneurs attire ainsi immanquablement une foule de curieux, jeunes et moins jeunes, fascinés par ce spectacle sonore et visuel qu'aucune machine moderne, aussi puissante soit-elle, ne parvient plus à recréer avec la même intensité. Toujours en 1957, pendant que le colossal 552 sortait en quantité confidentielle pour les plus grandes exploitations, Vierzon travaillait en parallèle sur le renouvellement de son modèle le plus populaire, le 201. Le résultat de ce travail porte le nom de Super 202, produit durant les années 1957 et 1958, décliné lui aussi en version standard et en version étroite pour les vignerons, fidèle à la stratégie commerciale qui avait déjà fait le succès du 302 quelques années plus tôt. Le préfixe « super », que Vierzon commence à utiliser sur plusieurs modèles de cette toute fin des années 1950, n'est pas qu'un simple argument marketing. Chaque « super » apportait son lot d'améliorations mécaniques concrètes par rapport au modèle qu'il remplaçait, qu'il s'agisse du système d'allumage, du refroidissement ou de petits détails d'ergonomie pour le conducteur, comme la position des commandes ou le confort du siège, à une époque où les tracteurs concurrents commençaient déjà à proposer des sièges suspendus et des cabines rudimentaires.
un luxe encore absent de la plupart des Vierzons de cette génération. Ce même logo tricolore, introduit quelques années plus tôt, rassemblant les tours de la ville de Vierzon et les couleurs de la France, continuait d'orner fièrement la calandre de ces machines, un symbole patriotique assumé à une époque où la reconstruction industrielle française restait un sujet de fierté nationale explicite, presque une décennie après la fin de la guerre. Le Super 202 reste aujourd'hui un modèle recherché par les collectionneurs pour un équilibre assez rare dans la gamme Vierzon, suffisamment ancien pour conserver tout le charme mécanique de la boule chaude traditionnelle, mais suffisamment tardif pour bénéficier des dernières améliorations apportées par les ingénieurs de la marque avant que la technologie tout entière ne soit abandonnée, comme tu vas le découvrir dans le chapitre suivant, consacré au tout dernier vrai monocylindre jamais construit à Vierzon. Sur le plan commercial, cette double offensive de 1957, avec à la fois le rare 552 pour les plus grandes exploitations et le bien plus répandu Super 202 pour les fermes moyennes, montre que la direction de la Société française de Vierzon n'avait pas encore renoncé, à cette date, à défendre l'ensemble de sa gamme historique face à une concurrence diesel de plus en plus pressante. Cette stratégie de maintien sur tous les segments à la fois allait pourtant se révéler intenable financièrement dans les années suivantes, l'entreprise ne disposant plus des moyens nécessaires pour développer simultanément une gamme complète de moteurs diesel modernes, tout en continuant à entretenir sa production traditionnelle de boules chaudes. Les archives commerciales de cette période montrent d'ailleurs que le réseau de concessionnaires Vierzon, répartis dans presque tous les départements du centre et de l'ouest de la France, continuait à recevoir des commandes fermes pour ce Super 202 jusqu'à la toute fin de sa production, preuve qu'une partie non négligeable de la clientèle rurale française restait profondément fidèle à la marque, malgré l'apparition croissante de publicités vantant les mérites du démarrage instantané des nouveaux tracteurs diesel concurrents. Fin 1959. La Société française de Vierzon présente ce que les passionnés de la marque appellent aujourd'hui, avec une pointe de mélancolie assumée, le tracteur de la dernière chance, le Super 204, immatriculé sous le type S204V pour sa version à voie étroite. Ce modèle porte en lui une contradiction déjà visible au moment même de sa sortie d'usine. Son moteur reste fidèle à la traditionnelle boule chaude, une technologie déjà jugée obsolète par une bonne partie du marché agricole français de cette toute fin de décennie 1950. Le Super 204 apporte malgré tout de vraies nouveautés techniques par rapport à ses prédécesseurs. La pompe hydraulique est désormais entraînée directement par le vilebrequin grâce à une courroie et une vitesse rampante devient disponible en option pour les maraîchers ayant besoin d'avancer extrêmement lentement lors de certains travaux de précision. Le capot, désormais réalisé en matière plastique plutôt qu'en tôle traditionnelle, un choix qui se révélera d'ailleurs assez fragile avec le temps, tout comme le nouveau siège du conducteur. Mais c'est surtout le contexte de son lancement qui rend ce modèle si particulier dans l'histoire de la marque. En 1958, soit un an avant la présentation officielle de ce Super 204, l'entreprise américaine Case avait déjà racheté la Société française de Vierzon, une opération qui allait déboucher, en 1960, sur la fusion complète au sein d'une nouvelle entité baptisée CAS SFCV. Certains exemplaires du Super 204 sortent ainsi d'usines directement peints dans les couleurs de Case, beige et rouge, plutôt que dans le vert traditionnel qui avait fait la réputation visuelle de la marque française pendant près de 30 ans. Le Super 204 reste, à ce jour, le tout dernier vrai monocylindre Vierzon jamais construit. Après lui, la marque tentera bien de développer de nouveaux moteurs bicylindres sur des modèles comme le 203, le 303 ou le 403, mais le manque de fiabilité de ces nouvelles mécaniques, notamment au niveau des paliers qui la chaînent parfois sur des tracteurs quasiment neufs, finira par précipiter le déclin complet de cette production française si particulière. Le rachat par Case, bien que finalisé officiellement en 1958, ne s'est pas traduit par une rupture immédiate et brutale avec les méthodes de fabrication françaises. Pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années, les ateliers de Vierzon ont continué à produire selon des procédés largement hérités de l'ère précédente, les nouveaux propriétaires américains préférant, dans un premier temps, préserver un savoir-faire local qu'ils ne maîtrisaient pas encore complètement eux-mêmes, plutôt que d'imposer du jour au lendemain une réorganisation complète de la chaîne de production. Pour beaucoup de passionnés de la marque aujourd'hui, ce Super 204 incarne ainsi un moment charnière particulièrement émouvant, le dernier souffle d'une tradition industrielle purement française, déjà techniquement condamnée au moment de sa naissance, mais construite malgré tout avec le même soin artisanal que ses ancêtres des années 1930,
avant que l'identité mécanique tout entière de l'usine ne bascule définitivement vers les standards américains imposés par son nouveau propriétaire. La vitesse rampante proposée en option sur ce modèle mérite qu'on s'y attarde. Destinée avant tout aux maraîchers cultivant des légumes en rang serré, elle permettait d'avancer à une allure extrêmement réduite, parfois inférieure à 1 km par heure, pendant que les ouvriers agricoles marchaient à côté du tracteur pour effectuer des opérations de désherbage ou de récolte manuelle nécessitant une précision incompatible avec les vitesses habituelles de travail au champ. Un usage bien éloigné de l'image de force brute généralement associée au monocylindre Vierzon. 10 tracteurs, un peu plus de 30 ans d'histoire, depuis le premier H1 de 1933, largement inspiré du Lanz Bulldog allemand, jusqu'à ce Super 204 de 1959, contraint de porter les couleurs américaines de son tout nouveau propriétaire dès sa sortie d'usine. Entre les deux, des dizaines de milliers de monocylindres à boules chaudes ont façonné le quotidien de plusieurs générations d'agriculteurs français, de la reconstruction d'après-guerre jusqu'à l'arrivée triomphante du diesel moderne qui allait, en l'espace de quelques années à peine, rendre cette technologie complètement obsolète. Ce qui rend cette histoire si particulière, ce n'est pas seulement la performance technique de ces machines, respectables pour leur époque mais largement dépassées aujourd'hui, c'est la relation quasiment affective qu'elles ont tissée avec leurs utilisateurs. Contrairement à un tracteur diesel moderne, qui démarre en tournant simplement une clé, un Vierzon exigeait de son conducteur patience, rituel et une véritable compréhension mécanique du fonctionnement de sa boule chaude, un investissement personnel qui créait, semble-t-il, un attachement bien plus fort qu'avec n'importe quelle machine plus moderne et plus anonyme. Il faut aussi mentionner ce qu'il advint, sur le plan strictement humain, de tous ces travailleurs vierzonais dont le métier consistait justement à assembler, régler et réparer des boules chaudes. Le passage progressif vers les standards américains imposés par Case, puis la fusion complète en Case SFCV dès 1960, obligea toute une génération d'ouvriers et de techniciens à réapprendre leur métier autour d'une technologie diesel radicalement différente, un bouleversement professionnel qui, dans une ville comme Vierzon, où l'usine employait une part considérable de la population active locale, marqua profondément le tissu social de toute la région pendant plusieurs années. C'est précisément cet attachement qui explique pourquoi, dès les années 1980, des passionnés ont commencé à sauver et à restaurer ces vieux monocylindres partout en France, fondant des associations comme l'Amicale Société Française Vierzon, qui organise encore aujourd'hui des rassemblements où les propriétaires font revivre, le temps d'un week-end, le vacarme si reconnaissable de ces moteurs d'un autre âge. Ces machines, qui furent un temps considérées comme dépassées et bonnes pour la ferraille, sont ainsi devenues, contre toute attente, des pièces de collection recherchées, plus vivantes aujourd'hui dans la mémoire collective française que la plupart des tracteurs diesel anonymes qui les ont pourtant remplacés sur le terrain. Le paradoxe final de cette histoire mérite d'être souligné une dernière fois. Ces tracteurs, conçus à l'origine pour être aussi simples et increvables que possible, sans le moindre composant électronique sophistiqué susceptible de tomber en panne, se révèlent aujourd'hui, paradoxalement, parmi les machines agricoles anciennes les plus complexes à faire fonctionner correctement pour qui n'a jamais appris le rituel précis de la boule chaude. La simplicité mécanique d'hier est ainsi devenue, avec le recul de plusieurs décennies, une forme d'exigence presque initiatique pour les passionnés d'aujourd'hui. Dis en commentaire quel tracteur Vierzon de cette liste t'a le plus marqué et abonne-toi à Tragrock, cloche activée, pour la prochaine histoire.